Bienvenue tout le monde. Très heureux que vous soyez là. Écoutez, on est presque complet. Je pense même qu'on a quelques chaises supplémentaires au besoin. Donc, there's going to be a mixture of French and English. Not much as Spanish, sorry. I was trying to do it in Spanish, but it's not easy. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais essayer d'être assez strict sur le temps. Et on se souviendra que l'année passée, j'ai dû avoir l'air très méchant, mais on a réussi à finir dans les temps selon l'horaire. So hopefully, again, this year, we can be right on time and finish pretty much on schedule. As you've seen in the program, it switches back from French to English, de français à l'anglais, à peu près très varié. Je m'excuse, pas aussi bien préparé que j'aurais dû. Donc, vous avez tous l'agenda. Je vais commencer avec un petit mot. Je vais vous donner un aperçu de où on est rendu dans le programme. Et ensuite, il y aura différents intervenants qui vont venir. On a toujours fait les activités 1, 2, 3 dans l'ordre et ça fait que les jazz, l'activité 3, est toujours en dernier. Donc, cette année, on a un petit peu changé les choses, puis on dit qu'on allait mettre les jazz en premier. Et donc, c'est un petit peu la séquence qu'on va avoir ce matin. So, again, this is the project, the title today, the people, the project, the co-project leaders, and Dana, who's managing this. And just in case I forget later on, I want to thank in advance Dana for everything that she's organized, and Alejandra, where is she? Arranging things in the back. Everything is planned perfectly, and a lot of it is due to Alejandra and Dana. All right. So here you see all of the partners that we had, and I've circled in red a lot of the new partners or the partners that have increased their involvement recently. So here we see that there's a collaboration in Mexico, which should bring in many samples, and we have Fernando who's here with us, so if you have a chance, you can come and talk to Fernando, especially if you speak Spanish, that's even better. So you probably have, yep, okay. So that's Mexico. There's Merci Laval, which is increased, and is he here? Est-ce que Jean-François est avec nous? Non. Peut-être plus tard, c'est loin Laval. Le groupe Hémisphère, MDD, ouais, bon, ils ont encore changé le nom. Ils sont habitués. Et Adopte un lac, on y reviendra un petit peu plus long. Donc, Adopte un lac, comme vous savez, c'est un exercice de financement citoyen et de sciences citoyennes. J'en ai parlé un petit peu l'année passée, mais là, on aura des premiers résultats pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça fait. Groupe Hémisphère qui vont nous aider dans certains aspects où on espère au niveau télémétrie et autres. Il y a le ministère de l'Environnement de l'Ontario qui vont nous aider pour certains des échantillons en Ontario. Et il y a l'Université Laval, comme je mentionnais, c'est plus pour les jazz. Donc, le projet, pour faire un petit rappel, pour qu'on se mette tous sur la même page, donc, I'll switch to English, make sure that we all catch this very well. Those are 3 activities. First is the Chemical Genomic Diagnostic Toolkit involving elements of field sampling, mesocosm, chemical analysis, genomic analysis, what we do with all this data, and hopefully identify and use many biomarkers. Best treatment practices for drinking water treatment plants in terms of identifying critical accumulation points in the water, in the sludge. How do we do biofiltration, and hopefully get some guidance before the end. And in terms of cost-benefit and cost-sharing, there's some elements of the cost-benefit, evaluation of acceptability, and all of the
there's a portion which is in cost sharing, so which is just the gels themselves trying to see how can we change how we do agriculture and share the cost of changing things. And then there's the cost benefit of everything else that we've been thinking or devising in 1 and 2. How do we apply it? How does it make sense? So there's 2 components in the gels section. Bastien, Oui. can you remember me what the gels stand What's the G? Excuse me now with the stupid question. Envi- Everybody knows. environmental ethics. Where's Michelin? Legal and social, but I'm ethics. Economics. What's the G? Genomics. Oh, yeah. What? This. Sorry. And I was supposed to start the time, but I forgot. So this is our initial map of where we targeted our samplings. And you see the yellow, I hope you see the yellow stars. These were targeted intensive sampling sites where we were hoping to sample every week or every 2 weeks. And the red dots would be odd samples or punctual samples where we would be getting some samples to get a wider geographical spread. So the project is really divided in 2 components in terms of sampling. Some of it is specific sites where we go very often to try and catch variation over time. And then a very broad scale where we're trying to catch as much of the geographical variability as we can. This is the actual sites where we've had samples so far, so that you see that we have a wider geographical spread than we initially had planned for. And even the intensive site is, there are more of those. Basically, the neat thing here is that in most, if not all of these sites, we have partners that are helping with the local sampling, with the local characterization, and we do the more advanced analysis of the toxins and analysis of the genomics. So in all these sites, we have, at least for periods of the year, weekly sampling. So this is really going to give us a huge amount of data, and that's really the strength or the advantage of the project. And so far, we've sampled 2 years. Remember, it's a 4-year project, and we're beginning our 3rd season. I don't think that we've had that many blooms just yet, but it's beginning. So if we try and go through this complicated slide, all right. We have the high-intensity sampling, the low-intensity sampling. So basically, these are the sites where we get our samples. We get the massive amount of samples. And just to, as a reminder, we use the chemistry to pick and choose which of the genomics we're going to do. Some of the simpler genomics is done on all samples. And some of the more fancy stuff, we pick the samples which make the most sense, where we're going to benefit the most because they're expensive. Which is kind of funny because I come back to a conference where they tend to do the mass spectrometry analysis on very few samples because it's too expensive. So you have to think of it that we're in the nice position where we have this luxury of having the fancy chemistry analysis on nearly everything and get to use that to do the even more expensive genomic work on more samples. Donc, ensuite, again, then we have, that's what I'm mentioning about, the toxin analysis, all of the more standard nutrient analysis, which is done partly by us or partly by our partners. It depends on all of the different sites. And the genomics is, for the most part, in Shapiro's lab and also a little bit at NRC. And then all of this is fed into the Anki database so that we can try and handle this large data set. And the handling is just beginning, because I mean the scope of it, we're managing one or 2 years, and we just begin to realize that this is a large data set, and linking it with the genomic is going to be the tricky part.
So in terms of where we are, here you have deliverable 1, deliverable 2, deliverable 3. So 1 is the toolkit, and we have the biomarker for that we want to identify. So we're going to need to use the lakes where we've got the intensive sampling. The mesocosm feeds into that part of the work, and we're going to hear more about this a bit later. And then the treatment plants, where we've been monitoring heavily also within the treatment plants to understand how it works in the treatment plants. And you're going to hear about this a bit later. And then there's a mixture of chemical and omics analysis. Hopefully, as we mash and play with all of this, we're going to identify biomarker that we can validate, and we've begun, we have a few biomarkers that we've begun, so this part is not done and solved, but it is beginning, and we are getting some results so that we're outside of the fail zone. So basically it's a no fail now, because we do have some things that work. We simply have to validate how well they work and how much more can we tease out of that data set, because it's a huge data set. And then we have a lot of data of what's happening in the drinking water treatment plant, and the colleagues will show you what they've got and where are we headed with, with the work in the drinking water treatment plant. And the GELS people will tell you a bit about a lot of the work they've done on the cost sharing and what they're beginning to do. Of course, because the cost benefit of the other things is a bit tricky, because they can do some evaluation, but until the guys in activity 1 or 2 tell them what they want to do, it's hard to them to evaluate the cost benefit without too much details. So if I move on, here we have the Gantt chart. A bit difficult to see everything. I do realize. But it gives you an idea of what we need to account for. And you see that each year is divided into seasons, quarters, and basically we have Genomes Quebec not breathing down our neck, but asking for reports every quarter, both on how we are evolving with the science and how we are doing with the budgets. So this is a fairly strict process. And you see just a little bit of red. That's red is because it's a bit late, but we can account and explain why that is. And pretty much everything else is, I'd say, 95% on schedule of what we were planning ahead of time. So I keep repeating, I am myself impressed with the level of reliability of the planning that we made ahead of time and where we are with that planning. Because, I mean, I have to confess, there's quite a bit of expert guessing and making a Gantt chart for spending $12 million over 4 years. It is tricky. Not knowing exactly in research exactly how things are going to evolve, and knowing ahead of time there's going to be issues that we need to solve, but not knowing ahead of time what issues those will be. If we go with the field sampling on top, we have 7 intensive sites that we've sampled for 2 years, and we are beginning the sampling this year. There's 2 sites in Mexico. There's about 600 lakes that we expect to be sampled at least once through a combination of Lake Pulse and other collaborators, and Adopt a Lake that we want to emphasize even more this year. There's 2 field campings for biota. We have fish from 2017 and fish and turtle blood from last year, so that the field sampling is going well. I think I'm missing something, but it's okay. The mesocosm, there's been 2 series of exposure in 2017, 18 samples with treatments of ammonium and nitrate. 2018 has been 5 exposures, 113 samples, treatment with ammonium, urea, aluminum, iron-based coagulants. And Sarah will have the pleasure of explaining us a bit about that later.
In terms of publications, we've had a fair bit of publications in terms of the multi-class of the cyanotoxins that's been submitted just recently. We've also got our handle, we hope, on BMMA analysis, and that's been also submitted. And I think there was a slide on the analysis, and I'm seeing it. Basically, the chemical analysis is also progressing very well. We've done all of the analysis of last year, and I think it's 50%, if I'm correct. Sorry? From the last year, 100%, for 2018, 3%. But I'm gonna... You've got that. Okay, I saw it somewhere. And then the genomics, 2017 and 2018, all samples have been analyzed. There's a combination here of the stuff between the cysteine-S, the metagenomics, the WGC. There's about 1,000 samples in the pipeline. And the metatranscriptomic is the one in red that we were hoping. We had planned to start earlier, but it makes more sense to start it a bit later. And that's not because we're basically late. It just makes more sense to wait, and it was probably just bad planning earlier on. But I will leave it for the genomics expert to explain more in details. Data management, which is not a small thing. Basically, we've constructed the database. We had to adapt Anki with its powerful software, but we had to adapt it to our needs, to the level of things that we want to do. And that works pretty well. We've got estimate that we have 40%, which is in the database. The genomics is not yet in Anki, and some of the genomics is just huge, so we're probably not going to get all of the data in genomics. They're going to be links to the data because of the massive amount of data that's linked to every genomics. And then some of the ddPCR and the biomarkers, 1.6, basically I'm following the numbers. The primary designs and the validation has been begun or completed for some of those microcystin genes clusters, saxitoxin, anatoxin, cylindrospermoptin, jasmine, MeB, so that we've reached milestone 1A. There are a bunch of new primers within the process of validation for nadilarin, ammonia, oxidation, microcystin degrader cluster, glutamine synthesis, which is working toward milestone 2. And then some of the critical points in terms of the water or the drinking water. So we're moving into activity 2 now. 75 samples of water and 30 samples of sludge taken from 4 drinking water treatment places, plant, I guess, in Quebec and 1 in Ontario. And then a lot of work on the probes. And we can probably see a bit more about that, or you can ask if you have questions. And then there's work that's already been done on the taxonomy, the cyanotoxin, the chemical analysis, and we're a bit behind on the genomics for that part of the work. If we go on for 2018, 342 samples of water, 162 samples of sludge from 6 drinking water treatment plants in Quebec, 1 in Ontario, 64 samples from Australia. We've had 3 remote access probe in drinking water treatment plant, and then again taxonomy analysis and chemical analysis are done. Genomic and cyanotoxin data is a bit behind, and the milestone 2A is a bit behind. In terms of the treatment in water and sludge, pre-oxidation and managing risk, 2017, 2018. So the sludge were spiked with 6 different types of cyanotoxins and exposed to different oxidation agents, laboratory experiments. So we've been playing with bloom and water, bloom and sludge plus stagnation and post-oxidation. 4 cyanobacterial species, 4 toxin groups, 8 oxidants in natural water and in sludge. So there's been a lot of work on in terms of the oxidation and what it should not, or could not do.
biofiltration for removing cyanobacteria and toxins. So there's been some work on degradation of MCLR with enriched novel bacteria in drinking water treatment plant. And there's been a series of work also on the pretreatment studies using fluidized bed biofilm reactor to study the removal of MCLR and organics. And laboratory scale column are being tested to test different materials for the efficiency to absorb and biodegrade toxins. In terms of the gels, genomics, ethics, environmental, economics, legal, and social, it's easier when it's right there. Basically, we're doing well in terms of the first component, estimating the economic impact. There's been a memoir deposited. The cost benefit and the cost effectiveness of different alternatives is completed close to 90%. And then also the evaluation of the social acceptability. I think we're missing a few little bits here, but is for the most part complete, and the rest is ongoing. And we're going to get some presentation for the gels part. Pour le timeline, je m'aperçois que je fais un peu trop d'anglais, je ne fais pas une Valérie de moi. Donc les conditions, on devait identifier un petit peu plus tôt que prévu les conditions qui sont propices aux toxines à l'accumulation de toxines dans nos stations de traitement d'eau potable, mais bon, on a quand même toutes nos données, on a ce qu'il nous faut. L'interprétation n'est pas complétée de tout ça, mais je pense qu'on est en ligne. Les biomarqueurs, ça devait être complété, c'est débuté en partie, c'est pas complété, mais on a des biomarqueurs, on avance bien. Le guide pour les stations de traitement d'eau potable est à peu près dans les temps, je ne pense pas que ce soit un problème. Le Diagnostic Toolkit est à prévoir plus tard, et donc on commence à avoir des indices un petit peu en traitant nos informations de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre toolkit. Bon, ça dépend aussi, si on espère que le Diagnostic Toolkit, ça va être une pilule magique qui va tout régler, puis qu'il n'y aura plus, qu'à partir de l'été 2020, il n'y aura plus de problème d'algues bleues vertes, je vais péter votre ballon, c'est pas ça. Donc, ça va être des outils qui vont nous aider puis qui vont aider les décideurs, et ça va être aussi d'identifier qu'est-ce qu'il faut travailler plus. Mais on a déjà des éléments, donc je n'ai pas trop d'inquiétude. Et le cost sharing, l'idée était, encore là, c'est pas on n'a jamais promis qu'on allait changer comment on faisait l'agriculture puis comment on finançait l'agriculture dans le monde. C'est de montrer des pistes de qu'est-ce qui pourrait être mis en place de façon satisfaisante pour changer comment les fermiers font et comment le partenariat avec la société peut se faire. On va glisser un mot sur Adopte un lac. Vérifier que je suis dans mes temps, pas me faire chicaner. Ici, dans Adopte un lac, j'en ai parlé un petit peu l'année dernière. L'idée, c'est vraiment d'avoir une campagne citoyenne où on peut intéresser plus de gens. Ça nous aide à bâtir une base de données aussi de gens qui veulent nous aider, qui sont intéressés. Et donc, les gens peuvent aider en se portant volontaire pour échantillonner un lac. Et donc, ces gens-là, on leur envoie une petite boîte avec des instructions, ils font l'échantillonnage, ils congèlent des trucs, un petit ice pack, ils nous retournent ça et nous, on peut faire les analyses. C'est sûr qu'on ne peut pas, et on a eu des discussions, ça ne fait pas une caractérisation et une étude approfondie de ce lac-là, ça va donner un aperçu de qu'est-ce qu'on a mesuré dans ce lac-là à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des toxines et est-ce que s'il y avait des écumes, si on a un bloom puis qu'on a des tissus, mais on peut mesurer aussi, savoir s'il y avait des cyanobactéries ou pas. Mais bon, s'il y a des toxines, il faut qu'il y ait des cyanobactéries quelque part. Ensuite, on est heureux de recueillir les dons, ceux qui ne veulent pas nécessairement ou qui n'ont pas nécessairement de lac préféré ou qui ne peuvent pas aider, mais qui ont plein de sous. On prend aussi les dons. Donc, c'est une façon d'avoir un soutien des deux façons, autant des petits que des gros dons. Donc, en 2018, on a eu 17 participants qui ont participé et qui ont échantillonné. On a fait des analyses. On a 13 participants inscrits à date. Il y en a 3-4 qu'on s'attend à ce qu'ils renouvellent, puis il y en a quelques-uns qu'on voit un petit peu
proposés qui nous aident à renouveler parce qu'il y avait des éléments intéressants des fois, certains lacs où on était un peu surpris. On préfère cibler, a priori, là, il va y avoir plus de blooms où les blooms vont être un petit peu plus intenses, parce qu'a priori, gardez en tête que ce n'est pas des sites d'échantillonnage intensif, c'est vraiment pour augmenter la distribution spatiale. Et il y a plusieurs aspects ici. Ça nous aide dans la recherche parce que nous, en ce moment, on a toutes les ressources pour rajouter quelques échantillons. C'est facile, on en fait des milliers, donc d'en faire quelques-uns de plus, c'est simple. Ça conscientise les gens, ça leur donne des réponses, ça nous fait aussi une façon de distribuer cette information-là auprès de ces gens-là. Et donc, je vous inviterai, si vous avez un lac que vous voulez, si vous voulez participer, si vous avez un oncle qui a un lac, adopte un lac, je pense que c'est facile à trouver sur le web. Et ça, c'est les résultats de l'année dernière. Et donc, vous remarquez les 17 lacs qu'on a échantillonnés. Et je souligne que dans ça, il y a 2 lacs de philanthropistes que j'ai échantillonnés par gracieuseté parce que c'était clairement tout beau, tout propre, puis ils ne pouvaient pas rien avoir. Mais qu'il y a tous nos échantillons, donc 100% sont positifs. Il n'y a pas 100% qu'il y a des problèmes, puis qu'il ne faut pas se baigner, puis qu'il faut faire attention. Là, je veux dire, il faut nuancer. Mais 100% des échantillons avaient une trace de cyanotoxine. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment omniprésent. On n'est pas nécessairement surpris, mais qu'il y a certains lacs où c'était vraiment très beau. Bon, faites attention par rapport à d'autres choses. C'est des limites de détection qu'on a sont très, très basses. On pourra y revenir peut-être dans la question sur l'activité 1, sur les analyses. Donc, c'est la même chose dans tout ce que je fais dans mon labo. Un des défis qu'on se met, c'est d'avoir les limites de détection les plus basses possibles pour être certain de bien détecter s'il y a quelque chose et pour mieux comprendre les tendances, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, mieux comprendre l'environnement. Mais ça veut dire aussi qu'on a tendance à avoir un petit peu de tout partout. Et donc, c'est ce qu'on voit pour les hormones, les médicaments, les antibiotiques et pour les cyanotoxines. Donc la réflexion de qu'est-ce que ça veut dire est vraiment importante. Mais ici, sur 17 échantillons citoyens, il y en a 0 qui était négatif pour les cyanotoxines. Ah! C'est moins bon pour mon speech, là. Il y avait beaucoup? Ah, mais LOD, LOQ, ça veut dire qu'il n'était pas négatif. Mon speech est bon encore, mais pour être plus honnête, il faudrait quand même que je sois un petit peu plus transparent. D'accord. Je veux quand même souligner, il n'y a pas l'air d'être encerclé, on a ajouté de mémoire, anabopeptoline, donc deux cyanopeptides qui sont, et là, je me suis fait corriger à Cracovie, ce n'est pas nécessairement des cyanotoxines, ça reste à démontrer. Par contre, la démonstration que ce n'est pas des toxines n'est pas faite non plus. Mais je souligne juste les concentrations qu'on a vues. Bon, le lac Memphremaga, qui n'est quand même pas un petit lac puis qui est assez bien connu, les concentrations qu'on a vues là sont très significatives et donc et beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait voir pour les microcystines standards. Donc, la question de savoir si ce genre de peptides, cyanopeptides, est toxique ou pas, et c'est quoi la contribution relative, et même si c'est moitié moins toxique, s'il y en a 10 fois plus, on pourra avoir des soucis. Donc, écoutez, ici, c'est 17 échantillons, c'est pas énorme, mais sur les milliers d'échantillons qu'on analyse, c'est le genre de truc qu'on va pouvoir voir. Est-ce qu'il y a d'autres toxines? Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir? Et c'est quoi la génomique qui est associée? Là, on n'a pas fait l'exercice de lier à la génomique dans ce cas-ci. Je vais avancer ensuite sur le budget. Donc, pour le budget, qui était aussi un autre exercice, quand je vous disais sur le Gantt chart, mais de planifier tout ça, planifier sur 4 ans, avec chaque période de 4 mois, puis que tout fonctionne bien, reste un défi. Il y a eu des petits retards, des petits ajustements au début, des choses qui étaient en partie qu'on n'avait pas nécessairement toutes bien intuitivement planifiées. Mais tout compte fait, on est quand même... je suis quand même très satisfait de où on se trouve en ce moment. Et bon, je soulignerais qu'on avait, un certain... je me souviens plus comment on avait 500 000 600 000 qu'on devait trouver de in-kind au tout début.
800? Le chiffre rouge, oui, parce qu'on avait perdu au début de la première année. Bien, il y avait des promesses de subventions, et bon, les subventions, on les demande, mais ils ne nous les donnent pas tout le temps. Donc, il y avait eu des demandes, mais toujours est-il que là, on est à la moitié du projet, il nous manque à peu près 200 000 de in-kind ou en argent, là, et donc on est sur la bonne voie, là, vraiment pas d'inquiétude. Il faut continuer de faire un effort, puis que les collaborateurs, quand ils ont des pistes de collaboration, des subventions, des contrats, des choses qui peuvent être intégrées, bien, il faut l'intégrer. Il y a une procédure qu'on fait avec Génome Canada pour le faire reconnaître, Génome Québec et Canada. Les deux, toujours. Mais sinon, ben, je pense que de façon assez étonnante, on se débrouille assez bien. Ensuite, dans les petits défis de ce qui s'en vient, ben, on a l'échantillonnage intensif pour l'activité 1 qui démarre incessamment. N'est-ce pas? Il y a le déménagement, c'est pas banal non plus. Mon laboratoire et le laboratoire de Jessie, on déménage cet été. Donc, on va être dans le beau campus 1000 que vous voyez là, qui est un peu dans les médias. Quand on va être déménagé, ça va être fantastique. Tout est neuf, tout est beau, tout est dernier cri. Ça va être superbe. Mais on reste quand même un petit peu inquiet du déménagement comme tel, là. Donc, il va certainement y avoir... et là, c'est mon chapeau de vice-doyen recherche qui sent qu'il va être interpellé. Il va sûrement avoir une prise de courant quelque part qui ne sera pas au bon endroit. Il va sûrement manquer une sortie de quelque chose. Donc, ça va être une période de turbulence. Donc, pour le moment, la planification, c'est que les activités vont se faire... Le déménagement va se faire au début août, dans la période du mois d'août. Donc, c'est clair qu'on va devoir être vigilant sur comment on gère nos échantillons, notre échantillonnage. On nous promet que le déménagement se fait en 2 jours. Donc, de déploguer les équipements, de les reploguer, ça se fait en 2 jours avec des experts. Il y en a qui grincent des dents. Non, avec des experts, si tout est bien installé sur place, oui, je le vois bien. Mais de tout replacer ensuite dans le labo pour que tout soit efficace, on a au moins pour 2-3 semaines avant. Donc, c'est notre défi. Donc, ensuite, bien, il y a le Mexique, où on a démarré avec Fernando l'échantillonnage au Mexique. Donc, c'est une portion qui a été financée par le FQRNT et le CONECYT mexicain. Donc, c'est un partenariat avec le Mexique. Donc, on a quand même 2 sites, on va avoir beaucoup d'échantillons. Il y a Adopte un lac qu'on veut mettre de l'avant beaucoup plus cette année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des lacs, des gens, la famille, etc., insérez-les. Il y a le réseau Lake Post. Petit souci d'entente, mais on devrait pouvoir régler ça. Le ministère de l'Environnement d'Ontario qui va nous aider aussi avec l'échantillonnage qu'ils font en Ontario. On a 13 publications, 2 articles soumis. Ensuite, on a pour l'activité 1 et 2, 6 publications, 2 articles en révision pour l'activité 3. Notre budget est sous contrôle, donc on est pas mal heureux. Et je pense que ça complète ce que j'avais pour introduire le projet avant qu'on passe aux autres présentations. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions.